Prêt. Bonjour à toutes et à tous. La Chambre de commerce du Brésil en France est très heureuse de vous inviter aujourd'hui à traiter un thème qui nous paraît extrêmement d'actualité et un thème assez dynamique. Vous avez vu comment nous l'avons intitulé. Nous avons dit investir dans la tech. Pourquoi choisir le Brésil? Investir dans la tech, pourquoi choisir le Brésil? Voilà un thème assez simple en apparence. En réalité, on peut le prendre sous deux aspects, sous deux sens. Il peut d'une part intéresser les entreprises innovantes qui sont en Europe et en France en particulier et qui s'intéressent particulièrement au marché brésilien pour s'y implanter, cas échéant. Et puis ça peut être aussi dans l'autre sens parce que les startups brésiliennes, les sociétés innovantes brésiliennes peuvent chercher des coopérations en France et aussi des financements chez nous. Donc, ces deux aspects qu'on va essayer de traiter ensemble, j'attire votre attention sur le fait qui est assez peu connu. Les startups au Brésil représentent un nombre très considérable d'innovants, d'entreprises innovantes. On en dénombre à peu près 14 000 qui sont situés un peu partout dans le Brésil avec une assez forte concentration, comme toujours, dans le centre-sud et en particulier dans l'État de São Paulo. Et ces startups brésiliennes qui sont peu connues finalement en Europe, malheureusement, et c'est l'objet d'ailleurs de notre soirée d'aujourd'hui, notre journée d'aujourd'hui, les faire connaître. Elles travaillent dans des secteurs très divers, pratiquement tous les secteurs de la tech, avec une prédominance dans l'éducation, dans la santé et les sciences de la vie, dans les finances naturellement, et puis j'attire votre attention sur le fait qu'il y a au moins 300 startups qui travaillent dans le secteur de l'agronomie. Et l'agronomie, l'agrotech, je crois que pour nous Français, c'est un sujet qu'on devrait regarder de près parce que nous avons nous aussi beaucoup d'innovations dans ce domaine agronomique, beaucoup de sociétés de recherche, beaucoup d'instituts, mais aussi des entreprises fortes avec un potentiel international considérable. Et je pense qu'une coopération dans ce domaine pourrait être beaucoup plus profitable qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Donc, je crois qu'ayant très rapidement, si vous voulez, posé le tableau, je voudrais donner la parole à notre ami Yuri Vieira, qui est membre de la Chambre, naturellement, bien qu'il vive au Brésil et à São Paulo, et attirer votre attention sur le fait que c'est un avocat brillant, fondateur de son propre cabinet, et qui a le mérite de parler français comme moi, et qui est docteur en finances publiques de Panthéon-Assas, c'est vous dire. Il est expert dans les questions fiscale, mais aussi très intéressé à tout ce qui est justement entreprise innovante. Donc, on va lui donner la parole tout de suite. Ensuite, on donnera la parole à Caroline Nayer, qui est une Française installée au Brésil, à São Paulo, et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le marketing digital et qui travaille notamment en liaison avec le groupe Casino, dont vous savez que il a une implantation très forte au Brésil, mais pas seulement. Avec Casino, elle a évidemment des fonctions plus générales. Donc voilà, deux experts. Et nous attendons Adrien Chaltiel, qui est français, qui lui vit en France, qui est peut-être dans les encombrements. Non, il est présent déjà. Il est présent. Il est là? Ah ben tant mieux, je le salue. Et lui, alors, il anime, il a créé et il anime une plateforme qui s'appelle Eldorado. Son nom est évocateur et l'objectif, c'est évidemment de favoriser le financement des entreprises innovantes et de leur trouver des financements,
des aides qui peuvent parvenir jusqu'à elle. Donc voilà notre trio brillant. Je crois qu'on était convenu que Yuri commencerait, à moins que vous souhaitiez changer l'ordre, moi ça m'est égal. En tout cas, à vous Yuri, peut-être pour 2 mots, et puis nous dire comment vous concevez le sujet. Okay. Bon, merci beaucoup. Merci. D'abord, la Chambre de commerce du Brésil en France, au nom de M. Le Courtier. Merci, Rosimère, pour avoir organisé ces webinaires. Je pense que c'est vraiment très bon pour notre relation économique, relation des affaires, relation des personnes, d'avoir cette Chambre de commerce aussi dynamique. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer, parler un petit peu sur des nouvelles au Brésil, sur les cadres légaux des startups. En fait, depuis déjà, il y a eu beaucoup de discussions à niveau des lois brésiliennes pour développer un cadre légal intéressant pour les startups au Brésil. Bon, et ces cadres des startups, d'ailleurs, je vais vous parler, expliquer un peu sur cette question. Et d'abord, si on parle d'investissement, financement, donc s'il y a des investisseurs français qui souhaitent investir dans quelques sociétés au Brésil, il existe d'abord des mécanismes dans cette loi, c'est une loi complémentaire qu'on appelle, c'est une loi nationale, qui va garder va essayer au maximum de donner une sécurité juridique aux opérations. Donc, les législateurs brésiliens, ils pensaient que qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi? D'abord, comme je viens d'avancer, donner la sécurité juridique aux investisseurs et entrepreneurs. Facilitation des investissements pour augmenter les ressources des startups et améliorer l'environnement des affaires. Donc, ça, c'est des règles principes que le législateur y a pensé. Bon, si on parle de sécurité juridique, cette loi, en 182, s'appelle 182 de 2021, elle a parlé de définition. Ici, au Brésil, il y a de temps en temps la problématique de manque de sécurité juridique pour les affaires. Donc, soit en pensant à ça, le législateur pensait, bon, on va écrire que, dans la loi la notion qui peut être considérée comme une start-up. Donc, pour le Brésil, ils ont regardé le législateur, qu'est-ce qui se passait ailleurs, et ils ont vu que les startups, c'est des sociétés qu'il y a jusqu'à 16 millions de reais de chiffre d'affaires. Donc, 16 millions de reais. Donc, si on peut diviser ça par 6, qui c'est le réel actuellement par rapport à l'euro. Donc, c'est peut-être moins de 2-3 millions d'euros, d'accord, du chiffre d'affaires l'année. Donc, si une société, il y a moins que ça, elle est considérée comme chiffre d'affaires, considérée comme une start-up. Il faut bien sûr que cette société aille l'âge de création moins de 10 ans. Justement pour dire, une start-up, c'est une société qui est en train de se développer et qui a besoin d'investissement. Il faut aussi, pour les questions des procédures, ajouter la notion que c'est une société innovante dans les statuts lors de la création. Il a la possibilité aussi de faire l'usage d'un mécanisme pour adhérer, pour utiliser un régime fiscal simplifié qui existe au Brésil, qui s'appelle Simples National. Bon, on va parler pas pour l'instant sur ça. Mais bon, donc sécurité juridique, on parle aussi réduction des risques pour l'investisseur. Donc la loi, elle a amené plusieurs notions, plusieurs principes, plusieurs types de contrats à laquelle l'investisseur peut à distance, sans rentrer pour l'instant dans la société comme actionnaire, il peut investir.
Et comme ça, il n'y a pas de risque dans l'affaire. Bien sûr, il y a des risques de perdre son investissement si le cas, la société ne marche pas. Mais ici, comme ici au Brésil, on parle beaucoup de risques à niveau de droit fiscal, des impôts, à niveau de dette des travailleurs, en prenant en compte ça, l'investisseur qui n'est pas dedans, il n'est pas actionnaire, il peut faire, par exemple, la loi elle ramène, elle parle des droits, il parle d'un contrat d'option d'achat d'action. C'est écrit dans la loi. Donc, il est possible de faire ces contrats d'option d'achat où, dans certaines périodes, l'investisseur français peut acquérir des actions. Mais il existe aussi un autre mécanisme aussi, un autre contrat intéressant, c'est le contrat de souscription du capital social. Donc, c'est intéressant parce que les contrats d'option d'achat, normalement, j'achète dans une période, dans un temps, les participations de l'actionnaire qui est là. Hein. Donc, normalement, ce n'est pas très intéressant. C'est mieux d'ajouter l'argent dans le capital social et comme ça, l'argent va dans la société. Nous avons aussi parlé dans la loi, elle parle aussi d'angel investisseur. C'est la possibilité aussi d'un étranger, personne physique ou d'une société, faire des apports dans la société brésilienne sans être actionnaire pour l'instant. Donc, notre idée pour l'instant, c'est je ne suis pas actionnaire encore. Donc, il y a toutes des règles à respecter à niveau de durée de ces contrats d'investissement d'angel investisseur qu'il faut respecter, mais qui garant de façon explicite qu'il ne va pas avoir la contamination des dettes de la société par rapport le patrimoine personnel de angel investisseur. Nous avons aussi le cadre de société de participation. C'est un mécanisme intéressant où l'investisseur, on parle encore de l'étranger, le cas français, et il va faire un contrat avec les startups brésiliennes. Et ces contrats entre les deux fonctionnent seulement en relation entre parties. Ce n'est pas par rapport à des tiers. Donc, il va apporter du capital et la société, lui, l'investisseur qui reste derrière, mais l'investissement est fait dans la société de la start-up. Donc, s'il y a des problèmes de dette, de responsabilisation des dettes, l'investisseur qui est derrière, dans ces contrats de société de participation, il n'est pas touché. Donc, c'est hyper intéressant. Nous avons aussi, ça qui existe déjà, la société de participation, c'est déjà écrit dans le Code civil. Mais le législateur, le but, c'est d'écrire de façon explicite sécurité juridique. Il n'y a pas de contamination entre les capitales d'investisseurs. Nous avons aussi les prêts convertibles, donc la possibilité de moi, investisseur étranger, investisseur français, de prêter à une start-up. D'ailleurs, les prêts convertibles, ça ne fonctionne pas toute société, mais c'est de façon explicite tourné dans cette loi pour les start-up je prête pour quelque temps et on regarde dans une période si je rentre ou je ne rentre pas dans la société. Donc, c'est les mécanismes écrits dans la loi pour garantir la sécurité juridique de l'opération. Nous avons aussi le but du législateur de quoi? Améliorer l'environnement des affaires. Qu'est-ce qu'ils ont pensé par rapport à ça? Faciliter les choses. Bon, ici au Brésil, malheureusement, nous n'avons pas la société anonyme simplifiée. Donc, nous avons au Brésil société anonyme, nous avons la société de responsabilité limitée, d'accord, similaire comme il y a en France, mais nous n'avons pas les moyens termes. D'ailleurs, c'était un des projets d'inclure la société anonyme simplifiée. Bon, s'il n'y a pas de société limitée, société anonyme simplifiée, le législateur a alors décidé de rendre plus souple, plus facile à gérer
Parce que le problème, le Brésil, et je pense à niveau, même en France, une société anonyme, elle est plus bureaucratique de la maintenir. Hein. Donc, le but, c'est de, par exemple, simplifier, qui est écrit dans la loi brésilienne, de simplifier la publication des livres. Donc, ça rend plus. Bien sûr, nous sommes aussi dans la facilité des raisons d'Internet, de garder les documents en ligne. Réduction aussi le nombre de directeurs, la possibilité aussi. Donc, normalement, il faut au moins 2 directeurs, donc ça réduit pour 1 directeur. Et existe aussi la possibilité de rendre plus facile l'accès de cette start-up dans dans la bourse brésilienne. Donc, il y a certaines règles, bien sûr, à respecter dans les commissions de valeurs immobilières, bien sûr, hein, pour rendre plus facile l'entrée de cette start-up dans la bourse. Nous avons aussi, dans le cadre d'aider cet environnement, cet écosystème des affaires et des start-up, la possibilité de bac à sable réglementaire, donc en anglais, sandbox. Nous avons, comme c'est réglementaire, la possibilité, il y a des avancées par rapport à ça, dans les organismes publics brésiliens, par exemple la Banque centrale. Nous avons aussi les commissions immobilières aussi au Brésil, et commissions d'assurance qui s'appellent SUSEP, des projets pour que les startups puissent offrir des produits qui soient en environnement sécurité et qu'on puisse essayer de proposer de nouveaux produits. Bon, bien sûr, il y a des appels déjà par rapport à la Banque centrale, SUSEP, CVM, il y a d'autres organismes aussi, mais qui sont plus avancés. C'est ça, la Banque centrale brésilienne, il y a des projets, il y a eu même un appel d'offres pour les startups qui souhaitent entrer et qui veulent proposer de nouveaux produits qui sont passés traditionnellement demandés et offerts aujourd'hui. Nous avons aussi la possibilité aussi, il y a certaines sociétés, des grosses sociétés, qui doivent investir dans des recherches et développement. Ils doivent, pour certaines exemptions fiscales brésiliennes, à la contrepartie, c'est d'investir dans ces domaines de technologie. Donc, la possibilité, ça a ouvert la possibilité pour les grosses sociétés, au lieu d'investir internement, investir dans une société, start-up. Donc, le but, c'est de faciliter et donner des ressources donc, aux startups par le biais de gros investissements de grosses sociétés. Et il y a des mécanismes juridiques que cette grosse société peut faire face. Normalement, si on parle de sociétés qui exploitent le pétrole, par exemple, ils ont créé, au lieu d'investir internement, elle a investi dans une start-up qui rend ces services-là de développement, de recherche technologique. Bon, il existe aussi des façons de simplifier les appels d'offres, d'appels d'offres publics. Donc, d'ailleurs, nous avons des nouvelles lois sur l'appel d'offres au Brésil et les solutions dans cette loi de start-up, de ce cadre légal, pour faciliter, pour aider même l'administration publique brésilienne justement d'apporter de nouveaux outils, des nouveaux services, peut-être moins chers et plus spécifiques à un besoin d'une mairie, d'un État brésilien et même l'État brésilien, hein, le total, l'Union fédérale dans ces cas. Donc, nous sommes en train de parler, dans ces cas, d'un investissement d'environnement où le français, la société française, n'a pas encore entré dans la société brésilienne. Ça, c'est important, par exemple.
Au Brésil, il y a des régimes simplifiés qui s'appellent Simples Nacional. C'est un régime de taxation. Ces régimes de taxation, il y a certaines règles pour qu'on puisse faire le choix. Parmi ces éléments, c'est seulement des personnes physiques résidentes au Brésil peuvent être associées d'une société, d'une start-up qui fait le choix du régime simplifié fiscal Simples Nacional. Donc, de temps en temps, il y a plusieurs cas. Si moi, étranger, investisseurs étrangers rentrent dans ces sociétés, je ne peux plus, la société brésilienne ne peut plus choisir le régime fiscal simplifié. Donc, moi, en sachant de ça, et pour continuer à profiter, j'ai fait ces contrats d'investissement. Et j'ai en fait l'investissement. Dès qu'elle commence à gagner du corps, elle peut peut-être choisir un autre régime fiscal parce que nous avons après deux autres régimes fiscaux et il n'a pas la question peut être soulevée et après l'investisseur il peut rentrer comme avoir des participations dans la société brésilienne. Après, c'est la façon après de voir si les choses tournent bien pour la société brésilienne. Et j'ai voulu aussi parler de la possibilité de l'entrepreneur venir ici, habiter ici. Ah, je souhaite ouvrir ma société ici au Brésil, mais je veux avoir fait la demande d'un visa. Donc, vous avez pouvoir avoir la résidence pour être personnellement ici. Nous avons un visa spécifique pour les sociétés, l'investisseur personne physique, donc un Français qui veut venir ici au Brésil et avoir un visa permanent, il doit investir au moins 500 000 reais dans une société brésilienne. Donc, dans ces cas-là, il fait l'usage du cadre légal de start-up et après, il dit, bon, je souhaite être sur place, je veux être maintenant actionnaire ou avoir des participations d'une société start-up au Brésil. Ou je veux ouvrir ma société ici au Brésil. Vous pouvez venir ici, vous avez à condition d'investir 500 000 reais, donc c'est moins de 100 000 euros. Bien sûr, il faut faire le business plan, il y a une considération d'engager quelqu'un au Brésil, mais j'aimerais vous parler d'une espèce d'exception à cette règle 500 000 reais, c'est pour les visas qu'on appelle les visas start-up. D'accord? Donc, au lieu d'investir 500 000 reais, vous pouvez investir à partir de 150 000 reais. Donc, ça fait une différence vraiment très grande par rapport à ça. Et dans ces cas, la contrepartie d'investissement plus faible, c'est soit vous êtes dans une société qui est incubée, donc il faut s'incuber ici au Brésil, avoir reçu des financements dans l'innovation ici au Brésil, situé dans un parc technologique, donc c'est peut-être plus facile d'avoir de trouver un parc et s'installer, et donc vous avez la possibilité de faire la demande d'un visa en mettant moins d'argent. Nous avons aussi, sinon, si vous demandez d'être accéléré au Brésil, donc s'il y a un accélérateur au Brésil, ici vous avez eu cette possibilité, donc vous pouvez faire la demande de visa. Mais encore la réglementation d'immigration, elle parle en plus de ça, un de ces éléments-là, c'est-à-dire, soit si vous avez un financement au Brésil d'une entité gouvernementale ou un parc technologique, ou vous êtes reçu, vous êtes incubé par une société ici, ou accéléré, mais malheureusement, vous n'avez pas encore cette possibilité. Il existe aussi de faire la demande et vous allez expliquer les degrés d'originalité, l'entendu du marché, qu'est-ce que votre produit, qu'est-ce que votre procès, qu'est-ce que votre service technologique va venir, va amener au Brésil. Donc, quel est l'impact de ces produits, de ces services au Brésil. Et j'ai voulu donc, le but de cette présentation, c'est de parler de cette nouvelle.
C'est vrai que la loi, cette nouvelle loi, elle ne crée pas des nouveaux systèmes, des nouvelles règles en tant que telles. Elle plutôt ramène des règles qui étaient éparpillées. Par exemple, l'angel investisseur existe déjà, mais elle a changé un peu le fonctionnement et qui ramenait dans un seul document pour donner la sécurité juridique aux affaires. Je pense que je vais finir maintenant. Et si vous avez... Il y a une question. Ah, il y a une question, voilà. Daniel Bonagamba, il pose la question, il pose une question en portugais, mais je vais traduire. Et, il demande de savoir comment s'appelle la loi de sécurité à l'investisseur français, le moment qu'il va faire l'investissement au Brésil. C'est la loi complémentaire, là, nous sommes en train de parler, 182-2021. Elle était entrée en vigueur il y a 2 mois. C'est lei complementar 182, 182-2021. Et c'est elle qui parle de ces cadres généraux. Ok, merci. De rien. Oui, je crois que tu peux continuer, Yuri. Ouais. Voilà, donc je pense que j'ai fini. Le but, c'est de vraiment voir, connaître cette loi qui vient pour donner sécurité juridique, exploiter, développer le marché des startups et qui après, c'est le premier pas lorsque l'investisseur en France peut apporter l'argent dans une société brésilienne et s'il est content, s'il veut, il peut après être associé. Après, bien sûr, être associé, il y a toute une série d'objets, de questions à poser, mais bien sûr, il y a vraiment peu sont des restrictions, presque rien de restrictions pour un Français, une société française. Et d'ailleurs, il existe la possibilité de la société française être 100% propriétaire d'une société brésilienne. Il n'y a pas besoin d'avoir une participation quelconque d'un Brésilien, d'une société brésilienne ou d'un associé brésilien. Donc, il existe vraiment la possibilité de venir ici sans peu de restrictions. En plus, on a la possibilité d'avoir un visa s'il souhaite. Merci. Merci, Yuri. Je crois que maintenant, c'est Adrien qui va parler, c'est ça? Oui, c'est possible. Oui. Donc, Adrien, il va juste... D'accord. Adrien, s'il est en ligne, lui, c'est notre expert sur le financement en France. Et donc, il va nous parler quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'un investisseur d'une start-up, entrepreneur peut faire, qu'est-ce qu'il y a des outils en France pour pouvoir développer son activité et peut-être avec ça venir au Brésil. Bon, je passe la parole à Adrien. Je sais pas si il peut... Je suis là. Merci, ouais, il est là, merci. Je suis là, merci. J'ai réussi à me connecter. Je suis désolé, j'ai eu un petit problème de caméra, mais j'ai tout entendu. C'est très. Et merci de l'invitation. Donc, je suis Adrien. J'ai vécu à Rio pendant plus d'1 an, d'où le fait qu'on se connaisse. Et à l'époque, je suis entrepreneur et j'ai notamment créé une plateforme Eldorado. Son nom l'indique, vise à aider les entrepreneurs à trouver les bons au bon moment, notamment parce qu'en France, on a un certain paradoxe, c'est qu'on a énormément de ressources de financement possibles, mais que c'est pourtant complexe toujours pour les entrepreneurs de fier lesquels et à quel moment. Alors, une double vague de démocratisation de l'entrepreneuriat. On va dire que la première vague, c'était entre 2012 et 2013, quand le mot un peu start-up a émergé et l'innovation ne venait pas que de quelques innovations d'entreprises et de start-up et de grands groupes, mais la création d'entreprises a été favorisée, notamment déjà par l'intervention de l'État à travers BPI France, on va en reparler tout à l'heure,
mais aussi à travers des programmes d'accompagnement comme The Family, le NUMA, etc., dans le cœur parisien qui s'est émancipé après en France pour favoriser et encourager à la création d'entreprises. 5 ans après, donc environ 2018, on a eu une deuxième vague d'entrepreneuriat en France qui s'est accélérée sur la partie financement. Donc, c'est un peu ce qui nous intéresse parce qu'on les parallèles qu'on pourrait faire sur la maturité de l'écosystème français sans faire de comparaison, mais avec un écosystème comme le Brésil, c'est que ça s'est fait en 2 temps et que l'écosystème brésilien aujourd'hui a plutôt besoin de relais de financement et une communauté de financement qui peut être très active pour financer des projets. Alors, en France, comment ça se passe? En gros, il y a 3 familles de financement. Le financement bancaire, le financement public, donc ce qu'on appelle aussi le non dilutif, puisque vous n'échangez pas des actions contre le financement, et le financement en levée de fonds, donc ce qu'on appelle aussi le financement privé ou le venture capital, qui est très actif depuis 2017-2018, où les chiffres sont en constante augmentation. Si on parle un petit peu de chiffres, en gros, le venture capital en France, ça va atteindre à peu près 10 milliards d'euros d'investissement dans les entreprises technologiques françaises par des investisseurs français et étrangers. 30% des investissements dans la tech en France sont faits par des investisseurs étrangers. Et majoritairement, ce sont des fonds d'investissement de venture capital. Mais il y a aussi beaucoup de business angels en France et des clubs de business angels qui sont assez actifs. Il y a également des corporate ventures qui cherchent à intégrer des startups et des technologies de startups pour pouvoir être progressivement dans une phase d'acquisition. Et il y a également ce qu'on appelle les family office, qui sont les grandes familles fortunées des groupes français, plus ou moins gros, mais surtout généralement, c'est la famille d'Entresangles, LVMH, etc., qui ont des possibilités d'investir dans des startups, car on est quand même sur une terre d'entrepreneurs, puisque ces groupes ont été créés généralement par des entrepreneurs, et qu'aujourd'hui, dans le digital, on a besoin de ces relais de financement d'entrepreneur à entrepreneur. Donc, les business angels en France, il y en a environ 3000. La plupart d'entre eux, ce sont des cadres supérieurs ou des personnes à la retraite qui diversifient leur investissement en immobilier, en art et en start-up, en innovation. Et sinon, ce sont d'anciens entrepreneurs qui réinvestissent dans la tech. Il y a un dispositif français qui pourrait être répliqué au Brésil, qui est celui du réinvestissement, du réemploi. Donc, un entrepreneur qui gagne 1 million d'euros en revendant sa boîte en plus-value peut être exonéré d'impôts s'il réinvestit 80% de cette plus-value dans des entreprises non cotées. Et du coup, c'est un dispositif qui avantage le reflux de financement entre les différents projets et programmes. Donc, ça, c'est un aspect très fort, les business angels. Mais là où la France s'est différenciée et on n'a pas trop de similitudes avec BPI au Brésil, même s'il peut y avoir des soutiens publics, c'est l'activité de BPI France, qui est la banque publique d'investissement, financée à 95% par nos impôts en France, donc le trésor public, et qui va venir investir directement dans les entreprises, soit à travers des dispositifs de prêt ou de subvention, soit qui va venir investir indirectement. Et là, on a un dispositif en France qui est très avantageux, qui s'appelle le crédit d'impôt recherche. Il y a aussi le crédit d'impôt innovation ou le statut de jeune entreprise innovante, où en fait, vous allez être exonéré d'impôts ou de charges patronales sur les salaires à partir du moment où vous faites de la R&D, de la recherche et du développement sur votre projet. Et c'est un avantage très fort pour les entreprises au démarrage. Ça leur permet d'avoir des compléments de financement et d'être très actifs. Donc, ces familles de financement sont complémentaires. En France, maintenant, on est dans un domaine où ça devient assez usuel de lever des fonds quand on a une innovation. C'est un milieu qui est de plus en plus structuré c'est plus facile qu'avant de créer une entreprise. C'est un des enjeux de tous les pays, notamment aussi au Brésil, de rendre le process de création d'entreprise encore plus digitalisé, rapide. Il y a évidemment la loi, le processus de simplification et toutes ces choses qui visent à faciliter la création d'entreprise, qui est un prérequis ensuite pour amener des financements facilement aux entreprises. C'est ce qui s'est passé en France principalement. Après, on a
en France 2 challenges en plus voilà, qui sont propres à notre écosystème, qui est très proche culturellement du Brésil. Le premier, c'est d'avoir de plus en plus d'exits, donc d'augmenter les opportunités de sortie pour les investisseurs et de revente. Et également d'avoir des super levées de fonds, donc ce qu'on appelle des levées de fonds de plus de 100 millions d'euros. Il y a des licornes, hein, on a 21 licornes en France. Donc les licornes, c'est les entreprises valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Et du coup, notre enjeu maintenant en France, c'est de consolider ces entreprises qui tirent l'écosystème vers le haut et d'avoir de plus en plus d'exits, donc de potentiels rachats d'entreprises par des groupes, d'autres fonds d'investissement ou des concurrents de la start-up. Donc voilà. Donc, les conditions d'investissement en France pour les business angels ont été largement facilitées. Il y a même tout ce qui est financement participatif, donc crowdfunding, qui a été très dynamique au démarrage de l'écosystème, on va dire. Et maintenant, ça s'est professionnalisé, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de business angels et de clubs de business angels qui sont très actifs, qui sont très structurés comme des fonds d'investissement. Et généralement, du coup, les entrepreneurs en France arrivent à lever des fonds et à cofinancer leurs projets avec BPI France, avec des banques, donc à avoir un peu un écosystème de financement qui est complémentaire et qui permet d'accélérer. Je pense que ça peut être, il y a des éléments d'inspiration, notamment sur les groupes de business angels. On est plus fort à 10 business angels que tout seul à faire son deal flow, investir dans des entreprises, être au board et participer à leur développement. Et ensuite, c'est généralement un peu comme l'écosystème en Israël, comme il s'est fondé assez rapidement, c'est d'avoir un soutien de l'État pour ces investisseurs, au démarrage du moins, de cofinancer des fonds d'investissement. Ça a permis à l'écosystème en Israël ou en France, à la différence des pays anglo-saxons qui sont très dans le private equity, d'avoir des structures d'investissement qui sortent très rapidement et qui sont opérationnelles rapidement. Et je pense que ça peut être un des axes de développement pour le Brésil. Après, l'avenir nous le dira. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je suis tout à fait ouvert à répondre. Si quelqu'un veut poser la question, il peut activer votre micro. Sinon, on peut laisser pour la fin de conférence, donc comme vous voulez. Hein. Sinon, Yuri, vous pouvez quand même passer la parole maintenant à Carolina Maia. Super, c'est vrai. J'ai une question, mais je vais poser après, Adrien. Après. Bon, je passe la parole. Et d'ailleurs, avant, merci beaucoup, hein, Adrien. C'était très clair et je pense qu'il y a des choses à voir ensemble entre les deux pays d'inspiration. Bon, je passe la parole à Caroline Mayer. Caroline Mayer, comme M. de Courtier a parlé, connaît le Brésil déjà 10 ans ici. Il va nous expliquer, va parler de son point de vue, de son expérience au Brésil. Vous pouvez, je pense que vous pouvez allumer le micro. Super, merci. Hein, merci. Donc, merci Yuri. Vous m'entendez bien? Oui. Et merci à la Chambre de commerce du Brésil, en France. Donc, moi, je vais être un petit peu moins technique que vous. Je vais surtout partager mon expérience et mon point de vue vécu de l'intérieur de start-up ici au Brésil. Alors moi, j'ai construit toute ma carrière dans le monde du marketing digital. J'ai commencé en France, à Paris, en 2000. Et à l'époque où on vendait la publicité en ligne comme on vendait un encart publicitaire dans la presse, en fait. Et aujourd'hui, finalement, il nous faut énormément d'ingénieurs de pointe pour diffuser un message ultra personnalisé au bon utilisateur, au bon moment, pour que cette publicité soit la plus rentable possible. Enfin, donc moi, j'ai la chance, finalement, en résumé, d'avoir
vécu une vraie révolution technologique dans une niche de marché, encore une fois, hein, mais je l'ai connu dès le démarrage. Et ce que je note au Brésil, qui finalement, je travaille avec le Brésil depuis 2011, donc c'est presque la moitié de ma carrière, le Brésil a connu cette révolution technologique, la même qu'en France, qu'en Europe, mais je dirais de façon très accélérée. Un peu plus tard que nous, en Europe, mais finalement, je constate qu'ils ont très bien rattrapé le retard, si on peut appeler ça un retard, qu'ils avaient. Aujourd'hui, on parle tout à fait la même langue technologique que partout ailleurs. Et ça, c'est formidable. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Donc, juste pour illustrer, quand j'ai commencé au Brésil en 2011, donc, alors pourquoi je suis venue au Brésil, j'ai ouvert et développé l'activité de Criteo. En Amérique latine d'abord et puis ensuite au Brésil, c'est un marché très gros donc, qui demandait un peu plus de concentration et de focus. Criteo, donc c'est une vraie success story française hein, qui a atteint plus de 3000 employés dans le monde, plus de 40 bureaux et qui avait aussi dans ses effectifs à peu près 30% dédiés à la recherche et développement. Donc, c'était une vraie entreprise technologique. Donc, quand on est arrivé en 2011, donc Criteo avait déjà 3 ans d'existence à peu près sur son marché, hein, sur le produit qui a fait le succès. Et le monde de la publicité digitale ressemblait au Brésil à peu près à ce que je vous montre ici, à savoir des groupes de médias traditionnels. On a l'équivalent de TF1 avec Globo, l'équivalent du Monde, du Figaro et les Échos avec Valor, Estadan, etc. Et on avait Google. Et c'est tout. Alors, si on regarde le marché comme il est aujourd'hui, en 2021, on a ce paysage. Alors, on s'y perd parfois, mais alors c'est très amusant parce que pour finalement acheter le même espace qu'avant, aujourd'hui, on a besoin, au Brésil aussi, de beaucoup d'entreprises technologiques intermédiaires. Alors, ne croyez pas que l'espace vaut plus cher qu'avant. Au contraire, finalement, il est beaucoup plus rentable et on en achète évidemment en masse grâce à cette technologie-là. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce paysage aujourd'hui au Brésil est tout à fait ressemblant à d'autres pays d'Europe ou même aux États-Unis. Je prends souvent l'Europe et les États-Unis comme exemple parce que c'est vrai que c'est eux qui ont tiré souvent le marché, en tout cas dans le marketing digital. Et aujourd'hui, alors Adrien en a parlé, c'est aussi incroyable de voir qu'au Brésil, en 2017, il y avait 0 licorne, quand en France, il y en avait déjà 3, d'accord ? Et très vite, ça a commencé en 2018 jusqu'en 2019, 9, et puis 21 cette année. Donc, on a rattrapé complètement le niveau. Alors, de très gros investissements faits par des capitaux étrangers. On parle par exemple d'une très grande banque japonaise qui s'appelle la SoftBank, qui investit jusqu'à maintenant 5 milliards de dollars dans des startups brésiliennes. Beaucoup, la plupart, sont des licornes aujourd'hui, et aussi de plus en plus d'investissements de Brésiliens nationaux. Donc ça, c'est nouveau. Et parmi ces licornes-là, beaucoup sont dans le marketing digital, justement. Beaucoup de fintech, des entreprises de transport. Une a été créée d'ailleurs par des Français. Je parle de Logi, par exemple. D'accord ? Donc, alors, si je dois parler de mon expérience, et ça, c'est vraiment l'expérience de 10 ans de Brésil. Pourquoi aujourd'hui investir dans la technologie ici ? Donc, alors on parle d'une taille de marché. Finalement, le Brésil est un vrai continent. On peut y faire rentrer toute l'Europe. On parle de 210 millions d'habitants. Alors, chaque habitant a en moyenne 2 devices, comment on appelle ça, des objets digitaux, hein, des smartphones, beaucoup. Moins d'ordinateurs, mais beaucoup de smartphones. Donc, on est ultra équipés au Brésil. Et on va parler, moi j'aimerais beaucoup parler des talents, hein, parce que ça c'était une grosse souffrance pour moi quand je suis arrivée en 2011 et un vrai plaisir aujourd'hui et de voir à quel point ce pays a évolué. Alors, les talents, quand on est arrivé en 2011 avec Criteo, c'était très compliqué de recruter. Déjà, c'était compliqué de recruter et de trouver des bons profils.
puisque finalement, comme je vous ai dit, vous avez vu le paysage comme il était à l'époque. Évidemment, peu de professionnels avaient l'expérience requise pour travailler dans une entreprise aussi technologique en marketing digital. Alors, je vous ai parlé de Google. On a essayé plusieurs fois de recruter des gens chez Google à l'époque, mais c'était assez difficile de convaincre. On était bien chez Google, on adorait la cantine. Enfin, Google était déjà très gros, il y avait des salles de jeu, donc c'était un vrai plaisir de travailler là-bas. Nous, on était start-up. Alors, on avait déjà une grosse notoriété en Europe, une grosse notoriété. On commençait fort aux États-Unis. Bon, mais non, c'était pas connu au Brésil, donc c'était pas très, très intéressant. Aujourd'hui, donc j'ai travaillé pour plusieurs projets depuis Criteo que j'ai quitté en 2017. Aujourd'hui, je travaille pour une adtech du groupe Casino. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de recruter. Déjà, on a des profils excellents. Pourquoi? Parce que déjà beaucoup mieux formés. Il y a des très bonnes universités d'ingénieurs au Brésil. Je parle par exemple de l'Université Polytechnique de São Paulo. J'ai recruté plusieurs fois des candidats qui avaient été formés là-bas. Beaucoup aussi font des échanges en France, ce qui est formidable d'ailleurs quand on monte une entreprise qui est quand même encore très française, de pouvoir mélanger des profils qui connaissent bien le Brésil, mais qui connaissent aussi la culture de business en France et la langue. D'accord ? Je sais aussi que beaucoup parmi les fondateurs de Licorne, il y en a à peu près 25% aussi qui se sont formés aux États-Unis à Stanford ou Harvard. Ça, ce n'était pas le cas avant. Enfin, quand je dis avant, c'est très récent. C'était quand même réservé à un monde très, très privilégié, ces échanges à l'extérieur. Et finalement, aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. Et c'est formidable parce qu'on a aussi des très bonnes formations à l'extérieur. À côté de ça, le fait d'avoir reçu, et vous vous rappelez du paysage que je vous ai montré du monde du marketing digital aujourd'hui, avec toutes ces entreprises-là, finalement, l'arrivée de ces entreprises ont permis aussi de former et de qualifier beaucoup de gens. D'accord ? Alors, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à l'époque où je suis arrivée, c'est l'envie de rejoindre des startups. Quand je vous ai dit qu'à l'époque, on avait du mal à recruter des gens d'autres entreprises, de grosses entreprises. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a eu des très gros succès au Brésil d'entreprises technologiques, pas que dans le marketing digital, bien sûr. Et on sait que, tiens, ça vaut peut-être le coup d'être au démarrage d'une très belle aventure et d'une aventure qui peut devenir peut-être très, très grosse. Donc, ça attire aujourd'hui, grâce à ces succès. On parle beaucoup de Newbank aussi, qui est une banque en ligne qui fait partie des licornes, qui a permis finalement de montrer à ces jeunes talents qu'il y a sûrement aussi des choses très intéressantes et que c'est très attirant aujourd'hui de travailler dans une start-up beaucoup plus qu'avant. D'accord ? Et je parlerai aussi pourquoi le Brésil, il y a une culture de la nouveauté au Brésil, c'est-à-dire on ne sent pas beaucoup de résistance à tester de l'innovation. Au contraire. Et je pense que ça, c'est important de le citer puisque ça permet d'accélérer. Finalement, quand notre produit, notre solution est très robuste et répond à un vrai besoin, on peut finalement l'implémenter assez rapidement au Brésil. D'accord ? Il y a la culture aussi de la solution, c'est-à-dire... il y a beaucoup de contraintes sur ce marché au Brésil, administratives, logistiques, etc. Mais on a toujours des solutions au Brésil et ça, c'est formidable. On regarde ce qui s'est passé pendant la pandémie. Finalement, pendant la pandémie, on a recruté, les entreprises ont recruté 20% de plus de profils IT qu'avant, ce qui montre qu'il y a eu un vrai effort technologique. Beaucoup d'entreprises ont accéléré leur développement technologique aussi pendant cette crise, finalement. Donc, OK, il y a une crise sanitaire, etc. On va peut-être en profiter pour nous réinventer. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à citer et que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup ici au Brésil. Et enfin, je parlerai de la structure. Il y a eu la création de plus en plus d'incubateurs
de start-up. On peut citer par exemple Kubo d'Itaú, de la grande banque Itaú, mais aussi des grandes entreprises françaises ont eu l'initiative il y a quelques années de créer la Fabrique. Hein, c'est un peu une station F brésilienne. Alors là, plusieurs entreprises, je parle de 4 surtout, qui sont Carrefour, Edenred, la BNP et Ingenico. Hein, donc, qui ont créé ce centre d'incubateur, enfin, c'est plutôt un centre d'innovation. Donc, aujourd'hui, il y a aussi une vraie structure pour accueillir des nouveaux projets et des grandes entreprises qui commencent vraiment à regarder aussi et à s'intéresser de très près à des entreprises et à des projets très innovants. Voilà pour moi. Bon, peut-être, Rose, il y a des questions pour Caroline? Je vais vérifier ici. Pour l'instant, non. Mais je répète à tous les participants qui, s'ils veulent quand même profiter et poser quelques questions, soit Yuri, Adrien ou Caroline, n'hésitez pas, vous pouvez activer votre micro et poser directement. Monsieur les courtiers aussi, si vous voulez aussi poser une question, n'hésitez pas. D'ailleurs, je peux faire un commentaire. Adrien avait parlé de la possibilité de faire un investissement. Ici, malheureusement, il n'y en a pas au Brésil, mais je me souviens d'un aspect, en fait, c'est une exemption fiscale hein, dans ce cas, existe au Brésil lorsque vous achetez un appartement. Donc, si vous avez un appartement où vous habitez et vous vendez cet appartement pour acheter un autre, c'est pour éviter le gain de capital, là, la plus-value. Mais si vous utilisez tout l'argent que vous avez acheté, vendu pour acheter un nouveau, il y a exemption. Donc, c'est vrai que nous pouvons utiliser ça pour les affaires. Hein. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a quelqu'un là. Oui, Stéphane Penari, il a levé la main pour poser sa question. Ouais. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc Stéphane Penari, je suis le président fondateur de Metalskin Technologies. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit. Merci d'ailleurs de toutes ces infos. Alors moi j'ai une question qui est toute simple. Je viens là de créer ma société au Brésil, qui est une filiale de ma société ici en France. Alors qui répond aux critères de nouveauté, puisque bon, elle est créée depuis quelques semaines, on va dire. En revanche, nous sommes dans l'innovation. Nous apportons nos brevets, nos technologies au Brésil, mais pour autant, on n'est pas dans la tech, on n'est pas dans le digital, on est dans l'industrie. Donc, je voulais savoir si la globalité des raisonnements et des solutions que vous venez d'exposer étaient transposables à une société dont l'objet social n'est pas la tech ou la fintech ou le digital, mais bel et bien de l'industrie, du produit manufacturé, qui serait d'ailleurs transformé localement au Brésil. Voilà, c'est ma question. Si vous voulez, je peux répondre. Oui. Merci Stéphane. Et en fait, dans ces cas, nous avons si on parle des aides ou des exonérations fiscales, hein, donc on parle de la fiscalité, parce que la fiscalité, si on trouve des schémas, on fait l'économie de l'argent. Normalement, lorsqu'une industrie vient au Brésil, elle a beaucoup d'investissements au début, donc l'intéressant de faire le choix du régime fiscal qui s'appelle le bénéfice réel. Parce que le bénéfice réel, il prend en compte la comptabilité. Donc, même si vous avez des chiffres d'affaires, si vos dépenses sont plus élevées que le chiffre d'affaires, hein, il n'y a pas de bénéfice, donc il n'y a pas de paiement d'impôt dans ces cas. Il existe aussi dans l'industrie quelques aides des banques. Donc, BNDES, Banque de développement, il peut aussi à vous aider parce que c'est plutôt dans ces domaines qui travaillent aussi. Donc, nous avons ça. Il y a quelques aides. Il y a, en France, il y a même Adrien a parlé là, de recherche, les crédits d'impôt. Ici, au Brésil, il y a un mécanisme, je ne sais pas si c'est similaire, mais nous avons aussi l'investissement
que vous faites internement, vous pouvez avoir une déduction et une réduction d'impôts. Donc, c'est vrai que les startups, c'est plutôt des services, mais quand même, si c'est des produits innovants aux produits traditionnels, nous avons cet ensemble des mécanismes qui vous pouvez faire face. Ok, oui, parce que nous, on est sur une technologie qui est très, très innovante, qui est assez unique, hein, d'ailleurs, dans le monde, qui est brevetée. Et donc, oui, on a vraiment beaucoup de critères. Et là, j'ai été très intéressé par le développement que vous faisiez autour de les investissements nécessaires en recherche et développement et qui servaient pour d'éventuels groupes de prendre des participations dans une société pour leur éviter d'avoir cet effort de recherche et de développement à faire parce qu'il était déjà réalisé dans la start-up. C'est typiquement notre cas. On arrive avec une technologie qu'on a mis 10 ans à développer ici en France, qu'on amène sur le marché, que l'on veut développer là-bas parce que c'est une technologie de surface biocide, hein, pour être clair, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a appliqué notre technologie sur les objets, ils ont la capacité de tuer de façon autonome les bactéries et les virus pendant 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui peut être d'un grand intérêt de santé publique pour le Brésil. C'est pourquoi nous y sommes allés. Donc, voilà, je voulais savoir si le raisonnement valait également pour une société telle que la mienne qui n'est pas dans le digital. Et je pense d'ailleurs que en discutant par rapport aux visas, en discutant avec les responsables du ministère du Brésil, de la justice, du travail et des sciences technologiques, ils ont encore la tête des gros investissements. Donc, c'était plus facile d'avoir des aides dans une société, c'est-à-dire qui produit, qui fabrique un produit et qui a des technologies dedans. Donc, peut-être on a plus la possibilité d'avoir des aides et même fait l'appel. En fait, c'est le ministère de la Technologie, Sciences et Technologies du Brésil qui vous aide dans ces exemptions à niveau de recherche et développement. Okay. Vous pouvez aussi faire appel au BNDES. Il faut voir les conditions. C'est une banque de développement au Brésil qui applique des taux des taux d'intérêt plus raisonnables. Et je pense que il y a une série d'éléments à chercher. C'est vrai qu'il ne sait pas, vous ne trouvez pas dans un seul endroit. Mais sans doute, je pense que vous pouvez trouver ici au Brésil. D'accord. OK. Il y a d'autres questions de Pedro. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Donc, merci pour toutes ces interventions. Ma question s'adresse plutôt à Caroline, parce que c'est une question concernant, je suis brésilien installé en France depuis il y a 6 ans, et maintenant je repars au pays pour lancer notre société, une filiale en fait de notre société française au Brésil. Donc, ma question est très ouverte. Quels sont vos premiers conseils? Qu'est-ce que je dois éviter? Qu'est-ce que je dois faire attention? À quoi je dois faire attention pour ces premiers pas, en fait? Évidemment, le juridique, c'est toute une question, pour ne pas dire un cauchemar. Mais, et après, toutes les questions commerciales, business aussi. Et deuxième question aussi, comment la société, toutes ces sociétés françaises dans la tech qui sont installées au Brésil, comment elles s'organisent en fait? Est-ce qu'il y a une communauté, un club, des événements auxquels je pourrais faire appel, au-delà, bien évidemment, de la Chambre de commerce France-Brésil à São Paulo? Ok, super, merci Pedro. Alors déjà, oui, il y a une association, enfin, la French Tech de São Paulo, qui est de plus en plus active, avec un club, enfin, on a un groupe WhatsApp avec des échanges, des annonces qui sont faites, des informations, mais aussi de l'entraide entre les dirigeants des startups ici au Brésil. Donc là, il faut absolument se connecter avec eux. Donc là, il y a quelques noms. Je crois d'ailleurs que Xavier Leclerc, qui doit nous écouter là, et il est membre actif de la French Tech ici. D'accord. Donc ça, c'est très bien de les connaître. Et ensuite, commercialement,
bon, ça, tout dépend dans quel domaine c'est, mais encore une fois, aujourd'hui, je suis assez étonnée. Enfin, là, j'ai recruté toute une équipe pour la filiale du groupe Casino et j'étais vraiment étonnée des profils qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de penser à localiser, évidemment, la commercialisation, les supports commerciaux, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des présentations en anglais, même si aujourd'hui de plus en plus de gens parlent anglais, mais parce qu'on veut développer le Brésil, on parle, on communique en brésilien, d'accord? Il y a aussi peut-être pour démarrer des cabinets de recrutement qui peuvent aider. Il y en a des franco-brésiliens également, donc ils connaissent la double culture et les exigences aussi de certaines entreprises françaises. Voilà. Moi, évidemment, le premier conseil que je donne pour une startup, et je ne parle pas de ces aspects très juridiques, mais c'est de localiser et de recruter des talents. Et encore une fois, on en trouve de plus en plus ici. Donc, on pourra même en reparler si vous voulez personnellement, avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci, Caroline. Je vous en prie. Encore des questions? Monsieur le courtier veut poser une question? Non, moi je voudrais simplement, si personne n'a plus de questions, faire la synthèse de ce qui a été dit et vous faire une petite proposition. Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Alors je vais me permettre de conclure d'abord en remerciant tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, bien entendu, et surtout nos intervenants, Yoré, Caroline, Adrien, je crois qu'ils ont été très clairs et très entraînants. Moi, j'ai toujours la conviction depuis quelques années que la coopération franco-brésilienne en matière économique, elle sera fondée dans l'avenir sur la coopération dans l'innovation. C'est là qu'on a vraiment des chances de faire quelque chose de neuf. Ce n'est pas avec les grandes entreprises qui sont déjà en poste, en position, elles peuvent y aider. Mais l'innovation, elle viendra en particulier des nouveaux intervenants, des startups. Et c'est là que la coopération franco-brésilienne peut prendre un nouveau visage et une plus grande dynamique aujourd'hui. Ceci étant dit, je constate avec satisfaction que, d'après ce que nous a expliqué Yoré et de ce que nous a dit Caroline, il y a quand même au Brésil en ce moment un mouvement considérable d'ouverture dans la législation, dans la pratique juridique, une volonté d'ouvrir l'économie justement à l'innovation. Ça, c'est assez nouveau, objectivement, et c'est très important pour nous les Français et les Européens qui regardons le Brésil. Caroline nous a montré que durant les quelques dernières années, il y a une incroyable effervescence du domaine de l'innovation, de la tech en général, comme on n'en a jamais connu. C'est un phénomène en pleine explosion et il faut que la France y participe, si je puis dire. Et alors, Adrien, lui, de son côté, nous a montré que le système français de financement d'innovation s'était considérablement structuré en France depuis les 10, 15, 5 dernières années et qu'aujourd'hui, on a vraiment un système bien établi avec une concentration de moyens privés et publics qui sont capables de mettre en jeu des sommes très considérables et de jouer donc un rôle fondamental dans l'accélération des financements de l'innovation. Alors, ça joue évidemment d'abord en France et en Europe, mais pourquoi pas vers le Brésil, puisqu'il y a une aspiration forte du côté brésilien et des capacités côté français. Alors moi ma seule remarque, c'est que j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que les startups et les capacités d'innovation au Brésil ne sont pas assez connues en France. Et ça, c'est un peu de la faute des Français, mais c'est surtout de la faute des Brésiliens qui ne font pas suffisamment d'efforts, je crois, pour faire connaître
ce qui se passe au Brésil, ce qui est en train de se réaliser, cette appétence incroyable pour l'innovation, qui est vraiment le témoignage de tout le monde. Ce n'est pas seulement vous, mais moi j'entends aussi de tous nos membres, tous nos adhérents. Et alors là, je me pose la question, comment organiser un mécanisme pour faire mieux connaître les capacités, l'existence et la capacité des entreprises innovatrices ou innovantes au Brésil vis-à-vis de la France. Comment organiser un truc un petit peu structuré, qui fonctionne et qui fasse en sorte que les financiers français aient l'attention attirée sur ce qui existe au Brésil, en particulier dans des domaines où on peut être très complémentaires. Je pense à la santé, sciences de la vie, et à l'agritourisme, l'agriculture et l'agritech en général, qui sont aussi des domaines avec des potentiels énormes, hein, parce qu'on a quand même des agricultures extrêmement performantes au Brésil comme en France, et on ne fait pas assez ensemble, c'est clair, on ne fait pas assez ensemble. Donc je pense que là, il y a un travail à faire, et les chambres de commerce ont leur rôle à jouer, et toutes les institutions, qu'il s'agisse de vous, les juristes, les entrepreneurs, les consultants qui ont aussi un rôle à jouer. Puis vous avez parlé tout à l'heure d'associations, du fait qu'au Brésil se structuraient déjà les entreprises innovantes. Je crois qu'il faudrait qu'on les invite à se faire mieux connaître, à faire connaître leurs talents. Et nous, modestement, la Chambre de commerce à Paris est prête à donner son concours pour que l'information circule mieux. Voilà. Voilà comment je voulais terminer en vous disant encore une fois un grand merci. J'ai trouvé que c'était une conférence extrêmement intéressante, concrète. Vous n'êtes pas tombé dans les élucubrations théoriques ni dans le juridisme excessif. Mais je crois que nos auditeurs auront pu, j'espère, en tirer bénéfice. Et surtout se dire qu'il y a du boulot à faire. Voilà, merci à tous.